Bonjour, je m'appelle Sébastien Lamant, je suis un solution architect spécialiste dans les technologies des containers pour AWS. Je vais vous présenter aujourd'hui Carpenter, un outil open sourcé par AWS permettant de gérer la mise à l'échelle de vos clusters Kubernetes dans le cloud AWS. Dans leur phase de modernisation, nos clients utilisent de plus en plus les solutions de containers et spécifiquement Amazon EKS. Elastic Kubernetes Service, qui leur permettent d'héberger leurs applications pour plein de use cases différents, comme les applications web, les microservices, le processing de données, le machine learning, les applications mobiles, les plateformes de jeux et plein d'autres. Quel que soit leur use case, ils ont un besoin commun. La charge de travail, dans le temps, peut fluctuer, avec parfois des pics. On va avoir besoin de plus de capacité, et à d'autres moments, on aura besoin de moins de capacité, de réduire la capacité. Nos clients ne veulent pas payer pour des ressources qu'ils n'utilisent pas. Pour cela, Kubernetes a créé un logiciel appelé Kubernetes Cluster Autoscaler. Ce composant monitore les pods à l'état pending qui sont marqués unschedulable par KubeScheduler car il n'y a pas suffisamment de capacité disponible sur les instances de notre cluster pour les héberger. À ce moment-là, Cluster Autoscaler va demander à un autoscaling group AWS de rajouter des instances pour augmenter la capacité et permettre à KubeScheduler de placer les pods pendings sur les nouvelles instances. Il peut également réduire cette capacité si le nombre de pods diminue. En revanche, une des contraintes de Cluster Autoscaler par rapport au node group est qu'il a besoin de connaître de manière précise le nombre de CPU et de mémoire qui seront rajoutés dans le cluster pour prendre les bonnes décisions de mise à l'échelle. On ne peut donc pas avoir des types d'instances de taille différentes dans un autoscaling group piloté par Cluster Autoscaler. Si on a besoin de tailles différentes ou de types de hardware différents, on va devoir créer des node groups dédiés. On peut donc rapidement se retrouver à avoir des dizaines de node groups dans notre cluster, avec différentes configurations, différentes tailles, différents types, par exemple, certains dédiés pour des instances spot, d'autres dédiés pour des instances on-demand, et potentiellement aussi dans des zones de disponibilité différentes. Gérer les besoins de différentes applications dans ce contexte devient également plus complexe, et il va être plus difficile d'avoir un bon remplissage des instances, et donc plus difficile d'optimiser les coûts de notre cluster. De par son fonctionnement asynchrone, entre le cluster autoscaler, le composant et l'autoscaling group, et enfin les instances EC2, ainsi dans la manière dont le cluster autoscaler fonctionne, donc pour gérer plusieurs node groupes différents, il y a une notion de timeout pour passer d'un node group à un autre, c'est un processus qui peut être assez lent, et parfois on peut avoir plusieurs minutes pour obtenir de la capacité dans le cluster. Cluster Autoscaler, lui, est également conservateur et va conserver par défaut les instances 15 minutes lorsqu'elles ne sont plus disponibles, ce qui peut aussi augmenter les coûts du cluster. Nous avons décidé, pour répondre à cette challenge de Cluster Autoscaler, de créer un nouveau projet qui s'appelle Carpenter, que nous avons mis en open source. Il a une approche différente. Il ne pilote pas l'autoscaling group, mais parle directement avec l'API EC2. Cela lui permet d'être beaucoup plus flexible et réactif. Comme Cluster Autoscaler, Carpenter va monitorer les pods qui sont à l'état pending, donc ceux qui ne sont pas schedulables sur la capacité existante, et il va étudier pour chaque pod les prérequis en termes de nombre de CPU, de type d'architecture, de contraintes de placement, et proposer la bonne instance à la bonne taille dans la bonne zone de disponibilité pour héberger ces pods. Carpenter possède une configuration par défaut intelligente qui répond à la plupart des besoins, mais on peut personnaliser cette configuration en utilisant le CRD provisionneur de Carpenter. On peut utiliser différents opérateurs sur une vaste variété d'options. Par exemple, ici, on demande à ce que tous les types d'instances soient utilisés sauf les instances de type A1, C1, C3, etc. On peut demander à avoir des instances spot ou alors des instances on-demand. Dans ce cas, Carpenter provisionnera par défaut une instance spot et s'il n'y a plus de disponibilité, basculera automatiquement sur une instance on-demand pour vous garantir de la capacité. Il est possible de configurer plusieurs provisionneurs dans un cluster et de configurer finement chaque provisionneur avec différentes contraintes, labels ou taints. On peut aussi définir un poids pour des provisionneurs différents et avoir par exemple un provisionneur qui utilisera en priorité vos instances réservées et qui élargira ensuite à d'autres instances une fois votre quota utilisé. Et enfin, vous pouvez activer la fonctionnalité consolidation de Carpenter. Cette fonctionnalité est une boucle de réconciliation, un programme qui va tourner en permanence dans le cluster avec pour unique but de vous faire économiser des coûts, c'est-à-dire soit supprimer des instances qui ne sont plus nécessaires, soit remplacer des instances plus chères avec des instances moins chères. On verra ça par la suite dans la démonstration.
Je vous propose maintenant de passer sur la section démo et de voir effectivement différents aspects de Carpenter en action. Ici, j'ai déjà créé un cluster IKS en utilisant IKS Blueprint pour Terraform. Il m'a ensuite été permis de déployer mes applications en utilisant Argo CD et c'est cette fenêtre qu'on voit à l'écran. Ici, j'ai différentes applications configurées et on va se concentrer sur l'application Timberman. Dans cette application, j'ai un service qui s'appelle Inflate qui a pour l'instant un réplica set qui est défini mais avec un nombre de réplicas à 0, donc je n'ai pas d'instance de ce service. Ce service est également configuré pour utiliser le topology sprites constraint, c'est-à-dire que chacun des pods sera réparti sur les différentes zones de disponibilité. Maintenant, scalons cette application et demandons dans un premier temps 3 réplicas. On voit que Carpenter scale de 0, je n'avais pas d'instance, et actuellement il est en train de me lancer 3 instances de type T3.large, donc des petites instances, chacune répartie dans les 3 zones de disponibilité. Je me retrouve avec 7 pods sur chacune des instances. Maintenant, si je scale à 6, on va voir que le Kube Scheduler va pouvoir faire du bin packing, c'est-à-dire bien remplir mes instances avec les pods disponibles. Mes instances sont utilisées maintenant à 97%. Si je redemande 12 pods maintenant, alors Carpenter va recréer 3 pods à l'identique, c'est-à-dire des T3 à point large, dans les 3 zones de disponibilité, et les remplir encore une fois avec les 8 pods pour utiliser 97% de ces instances. Maintenant, demandons beaucoup plus d'instances. Cette fois-ci, je demande 120 pods. Dans ce cas-là, Carpenter va mettre à disposition des instances plus grosses. Ici, on voit qu'il passe sur des 4x points larges. Ces instances sont plus chères, mais vont permettre d'héberger plus de pods, et donc d'héberger mes 120 pods que j'ai demandé dans mon cluster. Allons encore plus loin, et cette fois-ci, scalons jusqu'à 1200 pods. Carpenter a donc beaucoup de pods qui sont à l'état pending maintenant, qu'on peut voir ici en haut à droite, et il va donc essayer de me proposer des instances plus grandes pour pouvoir les héberger. Ici, je me retrouve avec des 4x larges, des 12x larges et des 8x larges. Maintenant, Kube Scheduler va pouvoir placer les pods sur les instances qui ont été créées par Carpenter en essayant d'avoir la meilleure utilisation possible de ces instances. Maintenant qu'on a vu comment Carpenter est capable de nous fournir une instance le plus rapidement possible, regardons maintenant comment la consolidation fonctionne. Je rappelle que la consolidation a pour unique objectif de me faire réduire les coûts d'utilisation de mon cluster. Avant d'activer la consolidation, reprenons un peu en état le cluster tel qu'il est déployé. On avait des énormes instances, des 12x larges, des 4x larges, et des toutes petites instances, des T3 points larges sur lesquelles on avait uniquement 2 pods de notre application. Dès qu'on active la consolidation, Carpenter, dans un premier temps, va supprimer les instances qui ne sont pas utiles. Il va supprimer déjà ces petites instances parce que les pods qui sont dessus peuvent être hébergés sur des applications qui existent déjà. Regardez maintenant comment Carpenter va réagir avec un peu de scale down de l'application. Je diminue de moitié mes pods en passant à 600 pods. On voit que Kube Scheduler commence à libérer de la place un peu en aléatoire sur l'ensemble des instances. Et ce qu'on va voir, c'est que Carpenter va pouvoir supprimer les instances qui ne sont plus utiles pour retrouver une meilleure utilisation de mon cluster. Autre aspect, on peut voir que Carpenter a fait un cordon d'une instance. Donc il a demandé la suppression d'une instance et en parallèle, il a lancé une autre instance. On peut voir dans les logs de Carpenter que c'est un deprovisioning par consolidation replace, donc il demande un remplacement d'une instance. Ici, il nous a remplacé une 8x large par une 2x large, qui est beaucoup moins chère. Carpenter va continuer de suite jusqu'à ce qu'il ait réellement optimisé la capacité de notre cluster. Une fois qu'il voit qu'il n'y a plus d'opérations qui vont amener une réduction des coûts du cluster, alors il s'arrête. Un autre aspect qu'on peut utiliser en faisant de l'IKS et avec Carpenter pour réduire les coûts, c'est d'utiliser les instances spot. Je rappelle que les instances spot sont des instances qui peuvent aller jusqu'à 90% du prix de la même instance en on-demand, avec une contrainte, c'est qu'elle peut être réclamée, c'est-à-dire récupérée par AWS dans un délai de 2 minutes. Il faut donc une application qui soit éligible à être interrompue pour pouvoir fonctionner sur des instances spot, mais si votre application le supporte, Spot est un très bon candidat pour réduire les coûts de votre cluster. Je vais maintenant activer les instances Spot sur le cluster. On peut voir que dès qu'on l'active, et puisque la consolidation de Carpenter est toujours activée, Carpenter commence à déprovisionner des instances de type on-demand pour les remplacer avec des instances de type Spot qui vont être moins chères. Le but de la consolidation ici va être de permettre d'avoir des instances Spot à prix réduit à la place de toutes les instances de type on-demand
tant qu'il peut effectivement faire ces types de remplacements. Vu que mon application est compatible Spot, il n'y a pas de problème pour faire ces remplacements-là. Pendant que la consolidation se fait, l'objectif de Carpenter est toujours d'avoir la meilleure utilisation en termes de nombre de pods sur mes instances. Maintenant, Carpenter est également capable de supprimer les instances lorsqu'on n'en a plus besoin. Là, cette fois-ci, je scale down mon application à 0. À partir de ce moment-là, je ne veux plus avoir de pods déployés. On voit que KubeScheduler fait le ménage dans le cluster et supprime l'ensemble des pods. Et Carpenter, lui, va simplement supprimer les instances qui ne sont plus nécessaires pour faire fonctionner. Là, on a vu que Carpenter nous permet d'avoir un scale up à partir de 0, et on peut aussi avoir un scale down jusqu'à 0. Je n'ai plus d'instances nécessaires dans mon cluster pour mon application. Je ne paye plus d'instances pour cette application-là. Je vais terminer sur quelques bonnes pratiques à utiliser lorsqu'on fait de l'autoscaling dans un cluster. Parfois, vous pouvez avoir des applications sur lesquelles on ne peut pas supprimer l'application, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Par exemple, un job qui doit être lancé, qui doit aller jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas le reprendre. À ce moment-là, on peut protéger ce job-là via une annotation, carpenter.sh do not evict, ce qui permettra d'exclure ce pod et d'exclure l'instance sur laquelle se trouve le pod par la consolidation Carpenter jusqu'à ce qu'il aille au bout. Une autre manière de le faire, c'est aussi de protéger les applications avec un pod distribution budget, c'est-à-dire par exemple de donner à une application, de dire à un instant T, j'autorise seulement une instance, donc seulement un pod de mon application à être supprimé. Et donc si jamais cette application est répartie sur des instances différentes, Carpenter ne pourra pas consolider deux instances en même temps, il devra attendre que le pod soit relancé sur une autre avant d'interrompre une deuxième instance. De manière un peu plus générale, on vous recommande d'utiliser toujours plusieurs réplicas pour vos applications, de les répartir sur les différentes zones de disponibilité, et également pour une optimisation des coûts, et c'est évidemment de tester et de trouver la bonne taille de vos pods par rapport aux besoins de votre application. Si vous avez un pod qui est trop gros, vous allez consommer des ressources et vous allez payer pour des ressources que vous n'allez pas forcément utiliser. Si le pod est trop petit, il va pouvoir peut-être se faire enlever par le resource manager de Kubernetes, ce qu'on appelle le home killer, s'il utilise trop de memory, ou alors s'il utilise trop de CPU, il va se faire throttle, c'est-à-dire que l'application va devenir plus lente. Pour terminer, quelques ressources sur lesquelles vous pouvez vous baser pour aller un petit peu plus loin. Donc la documentation de Carpenter sur le site carpenter.sh, le blog d'introduction lorsqu'on a lancé le projet, un EKS Blueprint, donc un exemple en Terraform qui vous permet de déployer un cluster avec Carpenter d'installer et quelques exemples pour pouvoir jouer rapidement, un petit peu comme la démonstration que j'ai fait qui est basée sur ce blueprint. Et également un blog intéressant sur un usage de Carpenter qui vous permet de créer des tenantes dédiées, donc des instances dédiées pour tenantes, pour isoler en fait les tenantes sur des instances séparées de manière automatique. Je vous remercie, j'espère que ce sujet vous a plu.